Bonjour, je suis Bruno Schoen, chargé de projet pour les programmes d'eau et assainissement dans la région Méditerranée, notamment au Maroc, mais aussi à Tunisie et le Yémen. Et au Maroc, je m'occupe ici de programmes d'assainissement en particulier. Donc, en effet, je ne vais pas faire une présentation très détaillée sur les coûts parce que nous ne sommes pas des experts techniques pour évaluer tous les coûts. Et puis, l'assainissement rural n'est pas encore dans le domaine d'intervention principal de la KfW, mais on y viendra tout à l'heure. Je vais quand même profiter rapidement pour vous resituer qui est la KfW, parce qu'elle n'est pas toujours très connue en détail. Ensuite, à la demande de Christine Werner, je vais parler de notre Sanitation Task Force sur la coopération allemande. Il y a un groupe de travail, Task Force, qui s'est mis en place pour vraiment approfondir les questions d'assainissement au niveau de la coopération allemande. Ensuite, un aperçu rapide pour savoir où on est dans le Proche-Orient, on est au Moyen-Orient et Afrique du Nord, Moyen-Orient et au Maroc. Mais ensuite, faire un point sur l'engagement de la KfW au Maroc et puis quelques challenges qui, à notre avis, doivent être abordés pour mettre en place l'ancien FNAP. Alors peut-être, la Kretenstadt Wiederaufbau a été fondée en 1948 et vous avez ici un poster de l'époque, le plan Marshall, pour mettre en place le plan Marshall pour la reconstruction de l'Allemagne après la guerre. Mais contrairement à beaucoup d'autres pays européens, en Allemagne, nous n'avons pas uniquement donné les fonds à fonds perdus à ce projet. Nous avons en général donné ces fonds sous forme de crédit remboursable, ce qui fait qu'actuellement la KfW travaille encore à 8 et 9 milliards d'euros que nous engageons chaque année. Ce sont des fonds qui viennent encore du gouvernement américain de l'époque, du plan Marshall. Donc, le siège est à Francfort, qui est la capitale des banques en Allemagne. Nous avons, et la KfW Entwicklungsbank, que vous connaissez ici particulièrement, fait partie de cette banque, de groupe bancaire allemand, qui, lui, a un total de bilan de 495 milliards d'euros, et nous engageons chaque année plus ou moins 70 milliards d'euros dans des différents programmes de promotion de l'économie allemande et de l'économie européenne. Ça inclut le logement, l'amélioration énergétique des logements, des industries, les panneaux solaires, mais ça compte aussi le développement communal, enfin plein de domaines. Mais nous allons maintenant parler surtout de la coopération allemande de développement, qui ici est celle que vous connaissez plus particulièrement. Un petit présentation de la Sanitation Task Force, c'est peut-être pas l'objet d'en approfondir en tout en détail ici, mais je veux dire vraiment, nous avons constaté que l'importance croissante de l'assainissement et services sanitaires dans le secteur de l'eau, 2,5 milliards de personnes n'ont pas accès à l'assainissement et c'est l'importance pour les objectifs militaires du développement. Et il y avait quand même une importance de l'assainissement sur d'autres secteurs qui jusqu'à présent, la santé et l'environnement ne faisaient pas forcément le lien avec l'assainissement. Et donc la question venait par rapport à la durabilité des approches en assainissement, notamment pour les populations pauvres, et la complexité des aspects assurant l'impact. Pour pouvoir permettre un impact important, il faut traiter beaucoup de questions. C'est pour ça que ce groupe de travail Sanitation Task Force a été constitué avec une équipe d'experts pour vraiment essayer de conceptualiser plus clairement les thématiques sanitaires, prendre en compte ce qui se fait au niveau international, l'intégrer dans les programmes allemands et soutenir les conceptualisations des programmes dans la coopération allemande. Donc ça c'est quelque chose de la KfW, la GIZ, travaille ensemble avec tout un réseau d'autres experts en Allemagne pour asseoir plus les questions d'assainissement dans la coopération allemande. Bon, il s'agit surtout avant tout quand même, et c'est pour ça que j'en parle peut-être un peu sommairement aussi, c'est de mettre l'accent sur les zones périurbaines. On constate qu'il y a tout un CSC de réseaux canalisés ou non canalisés, sur site, hors site, et collectif en collectif. Il y a des modèles de financement complexes, des financements appropriés à mettre en place, mais souvent ce sont les régions périurbaines ou en dehors des centres urbains qui sont un peu délaissés, où nous n'avons pas une approche idéale de solution pour vraiment traiter ces questions-là, et pour avoir un impact plus fort en termes de ces mesures-là. Donc les premières quelques conséquences ou quelques conclusions, recommandations qui ne sont pas encore... C'est un groupe de travail en cours, hein, c'est pas encore complètement finalisé, mais quelques papiers ont déjà été produits. Et en termes de planification et conception, il est recommandé très fortement de plus intégrer plus fortement l'ensemble du territoire d'un centre urbain ou d'une région dans l'assainissement. On s'est trop souvent concentré un peu sur le centre, sur les réseaux essentiels, en délaissant un peu tout ce qui est au bord. Les systèmes qui soient raccordés ou non sont à planifier de manière globale et les investissements dans les systèmes décentralisés, non connectés,
nécessitent autant d'intensité de planification que les systèmes liés aux canalisations. Les programmes, on a constaté que dans le passé, ou actuellement, nous avons beaucoup de programmes où on délaisse un peu tout ce qui est autour, et ça se fait en plus comme ça, mais ça ne fait pas partie intégrante de la planification et de la conception. Donc ça, c'est une recommandation forte de ce groupe de travail. L'autre question, c'est plutôt autour du coût et du financement. Le coût et le traitement des systèmes non canalisés a des coûts spécifiques, en général moindres que canalisés, mais on n'a pas travaillé de manière très approfondie combien ça coûte et quels coûts sont à prendre en compte sur en termes d'investissement, en termes d'exploitation. Et donc il faut vraiment la recommandation d'aller plus fort encore dans ce domaine pour vraiment intégrer ces aspects-là. Et bien sûr la question de comment financer, et là il faut penser à un subventionnement du moins partiel doit envisager pour les populations défavorisées. Donc ça, le bloc autour du coût du financement. Ensuite, au niveau des blocs fonctionnement, concept d'exploitation, là, non seulement l'assainissement sur site n'est pas suffisamment intégré dans le système opérationnel, d'un concept opérationnel au sens large d'un centre urbain, par exemple, d'une ville. On délaisse un peu. On dit que c'est quelque chose de plus privé, ça se fait de manière un peu pauvre, mais ça ne fait pas partie du cœur du concept d'exploitation. Et ça, c'est une recommandation d'intégrer l'ensemble des différents systèmes dans le concept d'exploitation. Et il faut toujours compléter ces mesures par des mesures d'accompagnement très fortes en termes d'assistance technique, parce que pour s'assurer que ce soit vraiment l'arrêt de l'exploitation et l'opérateur qui vont suggérer ce système, en mobilisant des privés ou non, intègre de manière totale l'ensemble du territoire, des techniques dans ce concept d'exploitation. Et il y a une recommandation aussi en termes de conclusion qu'il faut une collaboration beaucoup plus étroite entre les différentes équipes qui travaillent sur l'eau, la santé, l'éducation, la décentralisation. On est encore trop compartimenté chacun dans son secteur, et notamment l'assainissement et l'aspect éducation très important à prendre en compte. Et puis aussi les collègues de la santé, l'assainissement n'est pas très fort sur la santé. In fine, le dernier question, c'est l'aspect soft. En complément et en accompagnement des investissements sont essentiels pour un investissement performant pérennisé. Ça touche l'aspect comment assurer une promotion continue de sensibilisation, d'accompagnement des mesures réalisées. Je crois que dans toutes les présentations que nous avons vues aussi aujourd'hui, on a souvent des solutions techniques et on sait que quand c'est des projets pilotes, quand c'est des projets de vente, tout l'aspect soft d'accompagnement, de sensibilisation, d'accompagnement, traitement des questions culturelles, de mobilisation de la capacité, c'est un aspect très important que souvent on ne comptabilise pas en termes de coûts, en termes d'efforts, ou alors qui souvent accompagne l'investissement. Une fois que l'investissement est réalisé, on n'a plus de justification de le faire, donc c'est un peu délaissé. Donc là, c'est un aspect, il faut que nous réfléchissions aussi par rapport à d'autres outils qui soient à notre disposition pour tenir en compte de ces aspects soft. Donc, sachant que ce Sanitation Task Force travaille avant tout sur le milieu urbain et périurbain, mais il y a quelques recommandations qui sont aussi à prendre pour le milieu rural, mais nous n'avons encore pas travaillé encore l'aspect purement rural. Je souhaitais quand même introduire ces aspects-là qui sont actuellement en débattu à l'intérieur de la coopération. Maintenant, peut-être juste savoir où on se trouve. Dans la région Méditerranée, vous voyez que le Maroc, en bas, la partie grise, a une part assez importante dans la région, de la coopération dans la région. Et au sein de la région, vous avez la moitié de notre engagement qui touche le secteur de l'eau et l'assainissement. Aussi à l'intérieur du Maroc, vous avez en termes d'engagement cumulé depuis le début de la coopération allemande, l'eau et l'assainissement représentent un bon quart de notre engagement. Et à l'intérieur de ce quart, l'eau potable est la moitié de l'engagement. L'irrigation est aussi un part important, mais on voit l'importance croissante de l'assainissement. Au Maroc, nous avons une volonté de nous engager dans tous les aspects des composantes de l'eau, donc aussi bien l'eau potable, l'irrigation, l'assainissement et la gestion intégrée des ressources en eau. Et nous avons notamment des approches en termes d'amélioration, améliorer l'accueil, l'accès à l'approvisionnement et à l'assainissement, augmenter les performances pour réduire les pertes d'eau, promotion de l'agriculture par irrigation efficiente, puis appuyer les réformes sectorielles en collaboration étroite avec la GIZ. Mais
En termes de perspective, coopération future, mettons le paquet actuellement sur la gestion intégrée des ressources en eau et l'adaptation au changement climatique. Donc concrètement, nous sommes dans l'assainissement en tant qu'AEV engagé avec un programme bilatéral, disons uniquement la KEV seule avec le Maroc, c'est ce qu'on appelle l'assainissement des petits centres. Donc ça c'est les petits centres urbains. Et également avec le PNA qui a été évoqué, vous le connaissez, qui est une nouvelle approche politiquement voulue d'intégrer l'engagement de la KfW à l'intérieur d'une approche européenne, ici avec la Banque européenne d'investissement, l'Agence française de développement, bien sûr l'Union européenne, et la coopération technique belge. Et là, nous avons une importante contribution donc à atteindre, participer aux objectifs du PNA, avec dans une première phase une trentaine, 29 centres. L'essentiel, je crois, ici, c'est mettre le paquet sur la mutualisation des efforts. Donc c'est innovant en termes d'approche assainissement, mais je crois que c'est encore plus innovant, encore plus intéressant en termes de mobiliser les efforts communs pour qu'on ait un programme mobilisé, soutenu par plusieurs opérateurs, et nous avons clairement un chef de file. En l'occurrence ici, c'est dans ce programme-là de la FIV, la Facilité d'investissement du voisinage européen, c'est l'Agence française de développement qui est chef de file, ce qui fait que le gouvernement marocain a un seul interlocuteur, qui est l'Agence française de développement, qui elle assure le lien entre tous les bailleurs de fonds et le Maroc, ce qui réduit les coûts de transaction pour toutes les parties, notamment pour le Maroc. Dans le domaine rural, nous n'avons pas de programme d'assainissement spécifique, nous avons notamment 2 programmes d'adduction en eau potable, et l'assainissement accompagne, disons, l'eau potable. Nous avons deux projets ici, avec 2 différences, les uns plutôt avec les AEP et puis les systèmes autonomes, l'autre avec les piquages, système de piquage avec les nez. Mais dans les 2 cas, ce qui est essentiel, c'est l'existence d'un puits perdu est pris comme une condition préalable au raccordement au réseau d'AEP. Donc là, on a vraiment des programmes où on prend en compte l'assainissement, mais c'est clairement un accompagnement de l'eau potable. Et c'est aussi par rapport aux questions que nous avions évoquées aussi ce matin et hier surtout, en termes de besoin, la plus forte demande vient avant tout des personnes qui veulent avoir l'eau potable, qui veulent ici avoir accès à l'eau par un branchement individuel. Et donc là, on a un effet de négociation assez important. C'est-à-dire, si tu as un branchement individuel, il faut aussi que tu montres que tu fais un minimum d'assainissement, pas avec toutes les belles choses que nous avons vues ces derniers jours avec la réutilisation, mais en tout cas que l'assainissement soit assuré avec un puits perdu. Donc là, c'est clair que les branchements individuels augmentent la consommation en eau et qu'on ne peut pas faire partout un réseau d'assainissement, ça ne se justifie pas par un réseau d'une certaine densité. Donc, avec le développement des systèmes d'adduction en eau potable en réseau, la question de du traitement de l'eau se pose de plus en plus. Mais il faut maintenir l'effort de sensibilisation à l'hygiène avec des accompagnements. Et là, concrètement, ce projet AEP, nous avons donc avec l'ONE des objectifs de taux de branchement, individuel en équipé en plus perdu. Et puisqu'on prend des centres aussi bien déjà équipés ou non, on n'a pas un objectif 100%, mais un objectif réaliste de 70% des ménages qui doivent être équipés en plus perdu au moins. En termes de questions qui se posent, je n'ai pas forcément de réponse. Nous avons des experts, nous finançons avant tout des programmes mis en œuvre par les partenaires de nos pays. Donc je crois là on est très intéressés à suivre et à dialoguer avec vous sur la préparation des conditions pour la mise en œuvre d'un PNA. Je n'ai pas de solution miracle à vous proposer ou de recommandations très précises, mais je crois en termes de questions et d'aspects qu'il faut aborder, je crois, première chose importante, je crois que c'est l'assainissement est, je le disais déjà, est assez facilité entre guillemets si on a un accompagnement avec les projets AEP. Là c'est clair, les gens veulent avant tout l'eau potable. Je crois que c'est dans l'étude de consultants, c'était mentionné que forcément l'assainissement n'est pas forcément la première priorité, sans compter les autres secteurs dont on ne va pas évoquer ici, mais l'eau potable c'est vraiment la priorité. Donc là, la question c'est comment traiter les villages, comment déjà assurer l'assainissement des villages équipés. On n'a plus cet effet de pression ou de mobilisation, de conviction qui est franchement l'eau potable. Ensuite, c'est tout l'aspect, l'approche intégrée avec assurer l'ensemble de la chaîne de collecte, de traitement et de rejet et stockage soit prise en compte. Encore plus dans le domaine rural, nous avons un habitat dispersé, nous avons une multiplicité d'acteurs et des technologies plus possibles. Donc comment s'assurer dans un programme que l'ensemble de la chaîne soit prise en compte.
Une grosse question qu'on a discutée, c'est bien sûr l'aspect institutionnel, le rôle des différents acteurs, qui est le promoteur du projet, si on met du programme, quel est le rôle des communes, comment renforcer les capacités des AUEP, et quel est le rôle de l'ONE finalement, en tant qu'opérateur, appui technique. Une question aussi importante, c'est l'aspect sensibilisation, l'aspect soft, comment maintenir l'effort de sensibilisation auprès de l'investissement. On a vu dans beaucoup de projets pilotes ici qu'ils continuent à fonctionner aussi tant qu'on continue à discuter, à mentionner, à suivre le projet. Donc là, clairement, normalement, un investisseur, un programme financé par la CAF et d'autres bailleurs de fonds, les mesures de sensibilisation, d'accompagnement se font en parallèle de l'investissement. Une fois que l'investissement est fini, les mesures de sensibilisation s'arrêtent aussi. Il n'y a plus de financement du moins disponible. Donc là, il faut voir comment assurer cette sensibilisation au-delà de la réalisation de l'investissement ou de la précondition à l'investissement. L'autre question, bien sûr, c'est l'aspect de la contribution d'habitants. Il faut trouver des mécanismes, comment mettre en place des mécanismes de financement spécifiques. Est-ce que les habitants doivent tout mettre de leur propre poche? Si on y voit de plus près, on a même au milieu urbain un très fort subventionnement des investissements. On ne va pas non plus dire aux pauvres ruraux, c'est à vous maintenant de mettre de votre poche. On peut les convaincre qu'avec un investissement et une réalisation sophistiquée, on puisse générer des recettes, mais ce n'est pas encore dans la tête des gens, c'est avant tout un coût. Voilà. Maintenant, le mécanisme de pilotage, du monitorage de ce programme. Et puis encore, bien sûr, une question essentielle, c'est quels coûts spécifiques sont encore justifiables pour avoir une solution technique, sanitaire très belle, mais jusqu'à quel coût spécifique peut encore être justifié par l'emprunteur, l'État marocain en l'occurrence, ou alors l'opérateur, mais aussi pour un financier qui, quelque part, a des standards, on ne va pas dépenser plus de certains euros par tête d'habitant. Voilà, j'ai beaucoup, excusez-moi de poser beaucoup plus de questions que d'apporter de réponses, mais c'est des questions que nous regardons de près avant de voir comment nous engager dans un art, et nous sommes très intéressés à suivre cette question ici, voir comment développer le rôle de la KFV en étroite collaboration avec les amis de la GIZ dans ce programme.